pas un problème intellectuel. C'est un problème de nécessité pour les dirigeants de faire fonctionner le système. Alors, pour expliquer comment on baisse et on augmente le taux de profit, alors d'abord, je voudrais expliquer ça, voilà, je vais faire ici, vous voyez ce rectangle-là symbolise le prix d'une marchandise. Voilà. Donc en fait, vous avez les matières premières, vous avez après les machines, vous avez après le salaire direct, c'est-à-dire le salaire en bas de la fiche de prix. Vous avez, c'est pas à l'échelle tout ça, hein, c'est bon, voilà, et vous avez ce qu'on appelle le salaire socialisé, c'est-à-dire les cotisations. Et là, vous avez la plus-value qui se transforme en profit. Voilà. Vous voyez? Voilà comment fonctionne. Et vous avez ici, de là jusqu'à là, vous avez ce qu'on appelle la VA, c'est-à-dire la valeur ajoutée. Et quand on dit quelle est la richesse produite, eh bien, c'est la somme des VA, la somme des valeurs ajoutées. Donc, ça, généralisé sur tout le pays, eh bien, ça vous donne 2250 milliards d'euros. Voilà. Et bien évidemment, le taux de profit, pour le dirigeant du capitalisme, le voilà. Donc c'est le capital constant, il est là. V, c'est en fait les salaires, que les dirigeants appellent le capital variable, et V est là. Puisque bien sûr, salaire direct, salaire socialisé, c'est du salaire. Simplement, dans le salaire, il y a une partie qui est donnée aux salariés à la fin du mois, pour les mensualiser, tout du moins, et puis une partie qui est envoyée à la Sécu. Comment? Oui, mais là, la retraite, ça fait partie de la Sécu. Voilà. C'est-à-dire, il faut savoir que la sécurité sociale, c'est pas que l'assurance maladie, contrairement à ce que certains croient. C'est 4 branches. Vous avez la retraite, assurance maladie, les prestations familiales et logements par la branche famille, et vous avez les accidents du travail et les maladies professionnelles. C'est tout ça qui fait 520 milliards d'euros. Donc, comme le capitalisme est là pour augmenter le taux de profit, eh bien, comment on fait pour augmenter ce taux? Alors, on a vu, je vous ai dit déjà que il suffit d'augmenter PV. Donc là, il faut faire une invention scientifique et technologique qui permet d'augmenter la plus-value. C'est vrai que si vous mettez une machine, un robot, si vous mettez une machine électrique alors qu'avant les choses se faisaient à la main, vous avez, disons, une productivité plus grande du travailleur, etc. Mais ça a une limite. Parce que vous ne pouvez pas, tous les jours ou une fois par an, augmenter très fortement la productivité du travail. Alors il y a une deuxième façon d'augmenter le taux de profit. Je divise tout par V. Voilà. Donc ça fait PV sur V ici, C sur V plus 1. Il faut augmenter PV sur V. C'est-à-dire la plus-value dégagée par rapport au salaire que paye l'entreprise. Ça s'appelle le taux d'exploitation. Ça mesure l'intensification du travail
Par exemple, si nous sommes une entreprise et que nous construisons ces tables, supposons que je suis votre patron, vous êtes les salariés, et je vous dis, vous faites 3 tables comme ça par heure. Et bien à partir de demain matin, 8h30, vous en ferez 4. Sinon, virez. C'est ce qu'on appelle l'intensification du travail. C'est-à-dire qu'on supprime les arrêts de travail à l'intérieur de la durée de travail, et puis on oblige à des gestes plus rapides, enfin, etc., etc., etc. Bon, voilà. Et ça a une limite. Ça soit une limite si on laisse les inspecteurs du travail et les médecins du travail travailler correctement, c'est-à-dire être en nombre suffisant, et puis être soutenus par leur hiérarchie, etc., etc., pour certaines normes, à ce moment-là, le patron ne peut pas augmenter l'intensification du travail. Et la deuxième limite, c'est quand il y a des pathologies. C'est-à-dire augmentation du taux de suicide, comme à France Télécom, comme dans les hôpitaux, comme à la Poste, et augmentation des maladies professionnelles. Parce que bien évidemment, vous comprenez bien que vous pouvez augmenter la productivité du travail en faisant pression sur le travailleur pour qu'il ne se protège pas. Bon, je termine là-dessus. Mais pour augmenter le taux de profit, on est limité parce que s'il n'y a pas une invention technologique, ça n'augmente pas. L'intensification du travail, c'est limité soit par une protection des travailleurs, médecine du travail, inspection du travail notamment, et CHSCT, quand les CHSCT existaient. Voilà. Donc ça, les CHSCT, c'est... La suppression des CHSCT est un drame dans les entreprises, je dirais, où il y a beaucoup de travail manuel. Voilà. Et pas seulement, mais surtout eux. Mais pour augmenter le taux de profit, on peut aussi diminuer le dénominateur. Hein, si vous diminuez le dénominateur, vous augmentez le taux de profit. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut diminuer C. Et que pour diminuer C fortement, il faut une bonne guerre. Mon beau monsieur, ma bonne dame, une bonne guerre et tout repart. Vous connaissez cet adage. Et il n'est pas complètement faux. Il n'est pas complètement faux, c'est-à-dire que la crise de 1929, qui n'a pas été réglée dans les années 30, elle a été réglée par la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il y a eu des destructions massives de capital. Et qu'après une destruction massive de capital, eh bien, il faut reconstruire. Et donc, dans la période de reconstruction, il y a augmentation du taux de profit. Alors, je sais que tout ça n'est pas très moral, mais j'explicite les choses. Lorsque, par exemple, on détruit complètement le Liban, la Libye, la Syrie, l'Irak, après, il va falloir reconstruire. Et là, il va y avoir des taux de profit élevés. Voilà. Et que, bien sûr, faire des guerres pour augmenter le taux de profit, ça a une limite. Parce que le niveau des armements fait que les pays qui ont la dissuasion nucléaire ne se font pas la guerre entre eux. Voilà. Parce que si Moscou et Washington peuvent être détruits 15 secondes l'un après l'autre. Mais par contre, on peut faire la guerre dans les pays qui ne l'ont pas. Mais c'est limité, parce qu'on ne peut pas faire de guerre, on peut faire ça en ex-Yougoslavie, par exemple. 250 000 morts. Et puis, lorsque, pour augmenter le taux de profit, on ne peut plus augmenter PV, on ne peut pas intensifier le travail,
qu'on est soumis à ce que le vieux baronnier du 19e siècle appelait la baisse tendancielle du taux de profit, c'est-à-dire que l'augmentation des machines et des robots, ça augmente C sur V, remplacer les salaires par des machines, ça augmente C sur V, ça a tendance à baisser le taux de profit. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'une seule possibilité d'augmenter le taux de profit. C'est de baisser V. Et rentrer dans un modèle politique où il faut avoir comme axe principal la diminution du salaire direct et des salaires socialisés, ça s'appelle le modèle politique néolibéral. Et qui fonctionne dans le monde à partir de 1979 avec Margaret Thatcher et Reagan qui arrivent au pouvoir respectivement en Angleterre et aux États-Unis, et la France, 4 ans plus tard, en 1983, au moment du deuxième gouvernement Monroy. Gouvernement d'union de la gauche, comme on l'appelle. Voilà. Et donc, on est rentré, et comment ils ont décidé d'augmenter le taux de profit? Ben, c'est simple. Le taux de profit s'est écroulé fin des années 60, début des années 70. Donc à ce moment-là, pour l'augmenter, ils ont décidé de l'augmenter grâce à la spéculation financière internationale. Donc la finance, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur au capitalisme. C'est une nécessité pour que le taux de profit soit élevé. Au lieu d'avoir 1 à 2% de taux de profit, eh bien on peut en avoir 10 à 12% si on met en place une machine de la spéculation financière internationale. Mais vous savez ce que c'est, cette spéculation financière internationale? C'est comme une cheminée. Vous voyez, dans une cheminée, vous voyez une cheminée avec des bûches dans la cheminée. Et donc, le bois se consume. Et si vous voulez garder de la chaleur, il faut remettre du bois. Et si à un moment vous ne remettez pas de bois, eh ben votre cheminée s'éteint et vous avez froid. Et bien là c'est pareil. Quand vous avez la spéculation financière internationale qui fonctionne, eh bien il faut l'équivalent du bois, c'est d'avoir toujours des sommes d'argent plus importantes que vous mettez dans la cheminée. Et cette somme d'argent, il faut bien la prendre quelque part. Et donc, il faut modifier la répartition des richesses. C'est-à-dire augmenter les dividendes, qui alimentent la spéculation financière internationale, baisser les salaires. Alors comment on baisse les salaires? Ben, c'est simple. Les salaires directs. Il y a un moyen très simple. On remplace un fonctionnaire par un salarié en CDI. Phase 2. On remplace le salarié en CDI par un salarié en CDD. Phase 3. Des fois, ça va plus vite. Mais là, je décompose. Phase 3. On remplace les CDD par des travailleurs précaires. Et la dernière phase, c'est on remplace le travailleur précaire par des travailleurs auto-entrepreneurs ubéristes. Quand vous faites ce processus-là, vous avez sur la masse des salaires directs un abaissement des salaires directs. Et ça, on l'a vu grandeur nature à la Poste. Car en exclusivité France Inter, je vous annonce que la Poste était une entreprise, quand j'étais jeune beau et sensuel, et bien cette entreprise était remplie de fonctionnaires d'État, comme les enseignants. Aujourd'hui, je ne sais plus s'il en reste encore des fonctionnaires d'État à l'intérieur de la Poste. On les pousse le plus possible à l'extérieur. Voilà. Et donc, on a vu très exactement ce que je vous ai dit à la Poste. Transformation des fonctionnaires en CDI, CDI en CDD, CDD en précaire,
Et ils sont en train de préparer le passage vis-à-vis des auto-entrepreneurs ubérisés. Alors là, ils ont été freinés récemment parce qu'il y a, je dirais, une décision de la Cour de cassation qui a transformé, en fait, l'utilisation d'une plateforme ubérisée en salarié. Et donc, bon, ça protège un petit peu pendant quelques années. Je ne sais pas ce qu'ils vont trouver derrière. C'est comme ça qu'on diminue le salaire direct. Et après, il faut diminuer le salaire socialisé aussi. Et pour diminuer le salaire socialisé, le moyen le plus simple est le suivant. C'est supprimer la cotisation sociale. Et le remplacer une partie par l'impôt et une autre partie par le reste à charge. Vous voyez par exemple, pour ceux qui sont vieux comme moi, eh bien je peux vous garantir que sur le plan de la santé, il y a une augmentation du reste à charge, c'est-à-dire des sommes qui ne sont pas payées par l'assurance maladie de la sécurité sociale. Mais il y a aussi la diminution des cotisations sociales remplacées par l'impôt. Regardez bien ça. Si vous avez le même prix de la marchandise, par exemple cette table, vous voyez cette marchandise-là, et que d'un coup de baguette magique, vous supprimez le salaire socialisé ici, mais vous vendez la marchandise là. Alors que fait le patron? Il est obligé d'acheter les matières premières, les machines et l'amortissement. Le salaire direct, il est obligé de le payer. Ça veut dire que le profit, au lieu d'être là, il est là. Ah oui. Diminuer la cotisation sociale, ça veut dire ipso facto augmentation du profit. Et pour ça, ce petit schéma-là, c'est interdit de le mettre sur BFM TV, TF1, France 2, C8, LCI et autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est interdit de séjour pour certains, parce que en quelques minutes on peut montrer ça. Ce que ça veut dire le salaire socialisé en moins. Parce que bien évidemment, même si c'est en partie remplacé par l'impôt, ça disparaît, le profit est ici, et l'impôt est payé ultérieurement, mais pas par l'entreprise. Parce que dans le même temps, depuis 25 ans, vous n'êtes pas sans savoir que le taux d'imposition des impôts des entreprises a baissé. Parce qu'on aurait pu dire, on va baisser ça, mais on va augmenter les impôts des entreprises. Et non, c'est le contraire. On diminue les impôts des entreprises, et donc ça veut dire que qui est-ce qui paye la baisse des salaires socialisés? Eh bien, c'est les consommateurs. Parce que c'est dans la TVA que va se retrouver l'augmentation. Et bien maintenant, vous savez pourquoi les gilets jaunes sont là. J'ai pas très bien compris le truc de la TVA. Eh bien, c'est simple. Pour augmenter le profit dans l'entreprise, on veut supprimer le salaire socialisé, supprimer les cotisations sociales. Donc, ça veut dire que le profit, au lieu d'être là, il est là. Et bien évidemment, vous ne pouvez pas supprimer, parce que les cotisations sociales, c'est trop important dans la sécurité sociale. Donc il faut, en partie, compenser un abaissement du salaire socialisé par de l'impôt. Ou des taxes. Simplement, sachez qu'il y a globalement 4 impôts, plus des taxes. Les 4 impôts sont d'abord des impôts qui ne font que baisser.
impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés. Depuis 25 ans, ça baisse. Là, j'ai pas le temps, mais dans mes stages de formation syndicaux, je sors en fait les courbes qui montrent que, par exemple, les entreprises étaient sur un taux nominal d'impôt de 45%. Aujourd'hui, c'est 33% dans les entreprises. Je parle en France. Et avec les niches fiscales qui ont été faites, les firmes multinationales ne payent que 8%. Et que les patrons de PME payent environ 20%. Voilà. Et donc, l'augmentation des impôts, qui dans le système néolibéral ne peut pas se faire par l'impôt sur le revenu et par l'impôt sur les entreprises, ben, il est fait par les deux autres impôts. Et notamment par la TVA, voilà, et par la CSG, qui est un impôt, pour l'instant affecté, mais surtout la TVA. Donc ça veut dire que quand on diminue le salaire socialisé, quand vous voyez quelqu'un avec une gueule enfarinée qui dit moi j'améliore le bas de la fiche de paye en diminuant le salaire socialisé, ça veut dire qu'il va augmenter les taxes et la TVA. Et c'est ce qui s'est passé. Vous êtes aujourd'hui à un taux de TVA qui a augmenté, et par des taxes, notamment les taxes sur l'essence, le diesel, etc., etc. Et comme vous savez, hein, on taxe le diesel des particuliers, Oui. mais on ne taxe pas le kérosène des avions, ni le fioul maritime des bateaux. Et pourtant, si on fait un petit travail écologique, on s'aperçoit que bateau plus avion, eh bien ça pollue énormément et ça entraîne des émissions de CO2 très importantes. Voilà. Donc ça veut dire que l'abaissement du salaire socialisé pour augmenter le taux de profit, ils sont obligés d'augmenter les taxes et d'augmenter la TVA. Et que bien évidemment, en augmentant la TVA et les taxes, eh bien, ils mettent en difficulté une partie des couches populaires, ouvrières et employées, qui, pour la moitié d'entre eux, ne votent plus. Et deuxièmement, les couches moyennes, qui sont en situation de précarisation. Et là, vous avez les gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes, c'est les ouvriers, les employés qui globalement s'abstiennent et n'ont plus confiance dans l'offre politique. Et deuxièmement, les couches moyennes, dont une partie se prolétarise, dont notamment les artisans, etc., et jusqu'à certains petits patrons qui voient bien leur pouvoir d'achat diminuer. Voilà. Et que bien évidemment, il faut comprendre que les gilets jaunes, ce ne sont pas des gens, ou disons tous ne sont pas des gens qui n'ont rien compris à la politique. Non, ils ont très bien compris qui est-ce qui a augmenté la TVA et qui est-ce qui a augmenté les taxes. Et ça, ils l'ont compris. Et si vous voulez la liste des partis qui ont participé à ça, eh bien vous verrez qu'il y a bien sûr les partis de droite, mais aussi les partis de gauche, parce que, si vous voulez, il y a des gens qui savent ce qui s'est passé depuis 1983. Et par exemple, pour ceux qui étaient au débat à la lucarne samedi soir, tu y étais, toi. Et bien, vous avez vu les gilets jaunes, ils étaient présents dans la salle. Je peux vous dire que ces gilets jaunes, ils sont ultra politisés. C'est-à-dire que ce n'est pas des gilets jaunes qui arrivent en disant on ne comprend pas ce qui arrive. Non, non.
Non, non. Eux, ils estiment avoir compris, mais ils n'ont plus confiance. Voilà. Donc ça permet de faire un raccord avec la situation actuelle. Parce que tout est dans tout, là. Vous voyez ? Donc, on est dans ce... C'est-à-dire que, aujourd'hui, nous sommes dans ce prisme. Même s'il y a bien sûr la trêve des confiseurs qui arrive bientôt, et qui diminuera peut-être l'intensité du mouvement social qui existe actuellement, quand vous avez compris ça, ben vous savez que sous une forme ou sous une autre, ça va revenir. Parce que même si M. Philippe a annoncé ce matin même qu'il mettait un moratoire sur l'augmentation des taxes, et que le blocage, ça dure 6 mois. Mais M. Philippe, Premier ministre, il sait tout ce qu'on raconte là. Lui, il le sait. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que ça va durer 6 mois, en espérant que ça va se calmer. Mais en réalité, vous avez là, d'une part, l'explication qu'il faut diminuer les retraites, il faut diminuer les prestations assurance maladie, il faut diminuer les prestations logement, il faut diminuer les prestations familiales. Pour ça. Et ça veut dire, alors là, tout le monde n'est pas persuadé de ça, mais moi je vous donne ma conviction, c'est que quel que soit le grand Sachem Sioux, qui sera un gérant du capital à la présidence de la République, s'il maintient le même système, il sera obligé de faire la même politique. Et que la volonté personnelle, elle est indispensable, mais la volonté personnelle ne suffit pas. Il faut défendre les revendications, mais comprendre que pour défendre les revendications, il faut changer de système. Alors bien sûr, il y en a qui disent on peut éviter de changer de système. Et non. Moi je leur dis banco. Allez-y. Et là on est dans ce système-là. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, Macron, c'est pas simplement le président des riches, c'est le gérant du capital. C'est autre chose. Et le problème, c'est que lorsque des gens n'étaient pas contents de Sarkozy, il y a eu Hollande. Ils n'étaient pas contents d'Hollande, il y a eu Macron. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que sur le plan économique et social, c'était très exactement la même politique, sauf qu'à chaque fois, c'est avec plus d'intensité que précédemment. Et donc celui qui est le plus intense, c'est le président Macron. Mais on peut être à la limite encore plus dur que Macron. Voilà. Est-ce que c'est l'Europe qui... Alors, le problème de l'Europe, c'est que le système, il faut toujours prendre les dirigeants pour des gens sérieux et intelligents. Il ne faut pas dire il est bête. C'est pas vrai qu'un patron peut être bête. Un président peut être bête. Mais la totalité des présidents et la totalité des patrons, ils sont intelligents. Donc, ils savent ça. Et donc, ils essayent d'agir pour retarder le moment d'explosion. Y compris sur la crise économique. Il commence à y avoir, par exemple, sur la crise économique, il y a des économistes, y compris les économistes du système, qui disent, après l'éclatement de la bulle Internet en 2000 et l'éclatement de 2007-2008, eh bien, il y aura un nouvel éclatement de bulle. C'est-à-dire une crise hypothécaire
bancaire et financière qui risque d'être plus importante que celle de 2007-2008. Et ça intéresse tout le monde. Parce qu'en Islande, on a vu ça samedi soir à la lucarne, et bien du jour au lendemain, ils ont fermé les banques. Et tous les gens un peu comme nous, qui voulaient retirer le peu d'argent qu'ils avaient dans la banque, ils ont trouvé la porte fermée. Donc je ne vous dis pas comment ils se sont mobilisés. Voilà. Donc, la question, elle est toujours la suivante. C'est que, quand il y a un phénomène, il faut essayer d'aller aux causes du phénomène. Vous savez, La Rochefoucauld, ce qu'il disait, La Rochefoucauld, dans une de ses maximes, dit la chose suivante. Quand il y a un crime, la première réaction, c'est de trouver un coupable et de le sanctionner. Et La Rochefoucauld dit c'est une mauvaise méthode. Il faut d'abord analyser le crime. Parce que si vous tuez le criminel, et si vous ne tuez pas la cause qui crée les criminels, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et ça continue. Voilà, par exemple, là, on a tué le chef d'Al-Qaïda. Et puis, on a eu Daesh. Et ainsi de suite. Voilà. Donc le problème, c'est toujours chercher les causes. Vous voyez ? Autre phrase de Bossuet. J'enlève sa qualité d'évêque. Oui, mais c'est une intelligence remarquable. Il disait la chose suivante. Je me ris des personnes qui déplorent les conséquences des causes qu'ils chérissent. Voilà ce que disait Bossuet. Hein ? Einstein disait, par rapport à lui, il disait la chose suivante. Il disait, mais il faut être complètement fou pour vouloir résoudre un problème avec des hommes et des théories qui ont créé ce problème. Voilà. Voilà, je résume trois penseurs pour dire que la difficulté que nous avons aujourd'hui, et ce sera ma conclusion, c'est que les événements que nous sommes en train de vivre font que nous avons une rébellion contre les conséquences, mais sans aller chercher les causes. Et bien évidemment, si vous n'allez pas chercher les causes et que vous ne luttez que contre les conséquences, les mêmes causes produiront les mêmes effets, et même si vous éliminez certaines personnes, eh bien, elles seront remplacées. Voilà. Et donc, ce qui est indispensable aujourd'hui, c'est d'aller aux causes. Et pour aller aux causes, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire de la formation et de l'éducation populaire directement liée aux luttes sociales. Parce que si on fait que les luttes sociales, et que dans les luttes sociales, on ne travaille que sur les conséquences, eh bien, on ne résout pas le problème. Voilà. Et donc, pour ça, il faut de l'éducation populaire et il faut de la formation et les luttes sociales toutes seules, même avec des mouvements sociaux importants, s'il n'y a pas, comme disait Antonio Gramsci, une véritable bataille pour une nouvelle hégémonie culturelle, mais pour ça, il faut de l'éducation populaire. Et d'ailleurs, si vous me donniez le temps, c'est-à-dire encore plusieurs heures, mais on sera foutu dehors avant, ici de cette salle, je pourrais vous montrer, par hasard, la Révolution française, c'était quoi l'éducation populaire entre 1735 et 1788? C'est ça qui est intéressant. Et par exemple, si on parle de la Révolution russe, eh bien toute la dynamique des luttes sociales, politiques et de l'éducation populaire, avec bien sûr les outils qu'ils avaient, eh bien, il faut voir ce qui s'est passé à partir de 1861, une date très importante dans l'histoire de la Russie, et voir comment à partir de 1861, date de l'abolition du servage,
et où les paysans vivaient plus mal après l'abolition du servage qu'avant l'abolition du servage, et que donc dans ce pays de paysans, eh bien, il y a eu toute une série de luttes sociales très importantes. Ils ont même tué un tsar. Et donc, cette éducation populaire, cette discussion, toutes les erreurs qui ont été faites entre 1861 et 1917 fait qu'en 1917, eh bien, ils n'ont pas fait les mêmes erreurs. Voilà. Et donc, il y a un travail, en fait, préalable. C'est ça l'apport d'Antonio Gramsci. C'est qu'il faut d'abord gagner la bataille de l'hégémonie culturelle avant qu'il y ait une transformation sociale et politique. Ceux qui veulent faire une transformation sociale et politique avant, je leur souhaite bon vent, mais il n'y a jamais eu en 2500 ans d'histoire de cas où il y a eu une transformation sociale et politique sans préalablement un système de formation et d'éducation populaire qui était directement lié aux luttes sociales et politiques. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Bravo.